Je ne sais pas de quoi parler. De la mort ou de l'amour. Nous étions jeunes mariés. Dans la rue, nous nous tenions encore par la main. Je lui disais « je t'aime », mais je ne savais pas encore à quel point je l'aimais. Je n'avais pas idée. Nous vivions au foyer de la caserne des sapeurs-pompiers où il travaillait. Au premier étage, avec 3 autres jeunes familles, nous partagions une cuisine commune. Et les véhicules étaient garés en bas au rez-de-chaussée. Les véhicules rouges des pompiers. C'était son travail. Je savais toujours où il était, ce qui lui arrivait. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit. J'ai regardé par la fenêtre. Il m'a aperçu et il m'a dit « Ferme les lucarnes et recouche-toi. Il y a un incendie à la centrale, je serai vite de retour. » Je n'ai pas vu l'explosion. Rien que la flamme. Tout semblait luire, tout le ciel. Une flamme haute. De la suie, une horrible chaleur. Et il ne revenait toujours pas. La suie provenait du bitume qui brûlait. Le toit de la centrale était recouvert de bitume. Plus tard, il se souviendrait qu'il marchait dessus comme sur de la poix. Il étouffait la flamme. Ils balançaient en bas avec leurs pieds le graphite brûlant. Ils étaient partis comme ils étaient en chemise, sans leur tenue. Personne ne les avait prévenus. On les avait appelés comme pour un incendie ordinaire. 4 heures du matin, 5, 6. À 6 heures, nous avions prévu d'aller chez ses parents pour planter des pommes de terre. Il y a 40 kilomètres de la ville de Pripyat jusqu'au village où vivait sa famille. Semer, labourer, ses occupations préférées. Sa mère évoquait souvent comment ni son père ni elle ne voulaient le laisser partir pour la ville. Ils lui ont même bâti une nouvelle maison. Mais il a été incorporé. Il a fait son service à Moscou, dans les sapeurs-pompiers, et quand il est revenu, sapeur-pompier. Il ne voulait pas entendre parler d'autre chose. Parfois, c'est comme si j'entendais sa voix, vivante. Même les photos n'agissent pas sur moi autant que sa voix. Mais il ne m'appelle jamais. Et en rêve, c'est moi qui l'appelle. À 7 heures, on m'a fait savoir qu'il était à l'hôpital. Seules les ambulances traversaient le barrage. Les miliciens criaient. Près des voitures, la radiation bloque les compteurs au maximum. Ne vous approchez pas. Je n'étais pas seul. Toutes les femmes avaient accouru, toutes celles dont les maris se trouvaient dans la centrale cette nuit-là. Je me suis lancé à la recherche d'une amie médecin dans cet hôpital. Je l'ai saisie par la blouse blanche lorsqu'elle est descendue de voiture. Je lui ai dit « Fais-moi passer ». Elle m'a répondu « Je ne peux pas, il va mal, ils vont tous mal ». Nombre de médecins, d'infirmières et surtout d'aides-soignantes de cet hôpital tomberaient malades plus tard. Mourrait. Mais alors personne ne le savait. À 10 heures du matin, l'opérateur Chichnok rendait l'âme. Il fut le premier jour. Nous avons appris plus tard que le deuxième, Valera Kodemchuk, était resté sous les décombres. On n'était pas parvenu à le dégager. Son corps a été noyé dans le béton. Mais nous ne savions pas encore qu'ils étaient tous les premiers. Tina arrive en courant. Son mari est dans la même chambre. Son père l'accompagne. Il a sa voiture.
Nous la prenons pour aller au village le plus proche, acheter du lait. On achète plusieurs bocaux de 3 litres remplis de lait. Mais le lait les faisait horriblement vomir. Ils perdaient sans cesse connaissance et on les plaçait sous perfusion. Les médecins répétaient qu'ils étaient empoisonnés au gaz. Personne ne parlait de radiation. Pendant ce temps, la ville se remplissait de véhicules militaires. Des barrages étaient dressés sur toutes les routes. Les trains ne marchaient plus, ni dans la région, ni sur les grandes lignes. On lavait les rues avec une poudre blanche. Je m'inquiétais. Personne ne parlait de radiation, seuls les militaires avaient des masques. Dans la rue, les citadins portaient le pain qu'ils achetaient dans les magasins, des paquets ouverts de petits pains. Des gâteaux étaient posés sur les étalages ouverts. Le soir, on ne me laissa pas entrer à l'hôpital. Une foule de gens s'entassait tout autour. Je me plaçai devant sa fenêtre. Il s'approcha et me cria quelque chose, si désespérément. Dans la foule, quelqu'un entendit qu'on allait les emmener à Moscou, dans la nuit. Toutes les épouses se rassemblèrent, et nous décidâmes de partir avec eux. Laissez-nous rejoindre nos maris. Vous n'avez pas le droit. On se battait, on se griffait. Les soldats nous repoussaient. Alors un médecin sortit et confirma le départ pour Moscou en avion. Mais nous devions leur apporter des vêtements. Les leurs avaient été brûlés à la centrale. Les autobus ne roulaient plus et nous nous égayâmes à travers toute la ville en courant. À notre retour, chargé de sacs, l'avion était déjà parti. Il nous avait trompés exprès, pour nous empêcher de crier, de pleurer. La radio annonça que la ville allait être évacuée, probablement pour 3 à 5 jours. Prenez des vêtements chauds, des survêtements de sport, vous allez vivre en forêt, dans des tentes. Les gens s'en réjouissaient même. Une escapade dans la nature. On y fêterait le 1er mai. C'était tellement inhabituel. Je ne me souviens pas de la route. On l'a emmené dans un hôpital spécial. Qui savait? Qui pouvait savoir alors? Dans la soirée, j'ai été prise de vomissements. J'étais enceinte de 6 mois et je me sentais si mal. Dans la nuit, j'ai rêvé qu'il m'appelait. Tant qu'il était en vie, il m'appelait dans mon sommeil. Et après sa mort, il ne l'a plus fait une fois. Pas une fois. Le matin, je me suis levé avec l'idée de me rendre à Moscou moi-même. Je ne me souviens pas du voyage non plus. Le chemin est également sorti de ma mémoire. À Moscou, nous avons demandé au premier milicien venu dans quel hôpital se trouvaient les sapeurs-pompiers de Tchernobyl. Et il nous l'a dit. Hôpital numéro 6. C'était un établissement radiologique spécial et on ne pouvait y entrer sans laisser passer. Je donnais de l'argent à la gardienne et elle me dit « Vas-y ». Il me fallut encore quémander et supplier d'autres personnes. Finalement, je me retrouvais face au chef du service radiologique. Elle me demanda aussitôt « Avez-vous des enfants ?» Comment pouvais-je lui dire ? Je comprenais déjà combien il était important de taire ma grossesse. Sinon cette femme ne m'aurait pas laissé le voir. Mais je savais que je ne partirais plus. Si je partais, ce ne serait qu'avec lui. Je me fis ce serment. J'entrai. Ils sont assis sur un lit et jouent aux cartes et rient. Il se retourne et dit « Je suis perdu les gars, même ici elle m'a retrouvé. » C'est tellement drôle. On lui a donné un pyjama de taille 48, alors qu'il lui faudrait un 52. Les manches sont trop courtes, les jambes du pantalon sont trop courtes. Mais l'œdème sur son visage a déjà disparu. On leur administrait une perfusion pour cela. Le lendemain, à mon arrivée, ils étaient déjà séparés, chacun dans sa chambre,
Il leur était catégoriquement interdit de sortir dans le couloir, d'avoir des contacts entre eux. Ils communiquaient en frappant les murs, point, trait, point, trait. Les médecins avaient expliqué que chaque organisme réagit différemment aux radiations. Est-ce que l'un pouvait supporter dépasser les possibilités de l'autre? Là où ils étaient couchés, même les murs bloquaient l'aiguille des compteurs, à gauche, à droite et à l'étage en dessous. On avait dégagé tout le monde. Et il ne restait plus un seul malade, personne autour d'eux. Pendant 3 jours, je logeais chez des amis à Moscou. Ils me disaient « Prends la casserole, prends la cuvette, prends tout ce dont tu as besoin ». Je faisais du bouillon de dinde pour 6 personnes. Nos 6 gars, les sapeurs-pompiers de la même équipe. Ils étaient tous de garde cette nuit-là. Au magasin, je leur achetais du dentifrice, des brosses à dents et du savon, car ils n'avaient rien de tout ça à l'hôpital. Je m'étonne maintenant du comportement de mes amis. Ils avaient sûrement peur, ils ne pouvaient pas ne pas avoir peur. Des rumeurs circulaient déjà. Et pourtant, ils me proposaient quand même. Prends tout ce qu'il te faut, prends. Comment va-t-il? Comment vont-ils tous? Est-ce qu'ils vivront? Vivre. J'ai rencontré alors beaucoup de gens bien. Je ne peux pas me souvenir de tous. Le monde s'est rétréci jusqu'à un point, il s'est contracté, jusqu'à lui seul. Je garde en mémoire une aide-soignante âgée qui m'expliquait « Il y a des maladies que l'on ne peut pas traiter. Il faut s'asseoir près du malade et lui caresser les mains. » Tôt le matin, je fais le marché, près de chez mes amis. Puis je cuisine le bouillon. Il faut tout passer au tamis, haché menu. À l'hôpital, j'y reste jusqu'au soir. Et le soir, je retourne à l'autre bout de la ville. Combien de temps aurais-je tenu? Mais 3 jours plus tard, on me proposa de loger dans la résidence des médecins, dans l'enceinte de l'hôpital. Mon Dieu, quel bonheur. On m'a dit, vous n'avez plus à cuisiner. Leurs estomacs ont cessé d'accepter la nourriture. Ils changeaient. Chaque jour, je rencontrais un être différent. Les brûlures remontaient à la surface, dans la bouche, sur la langue, les choux. D'abord, ce ne fut que des petits chancres. Puis, ils s'élargirent. La muqueuse se décollait par couches, en pellicule blanche. La couleur du visage, la couleur du corps, bleu, rouge, gris-brun. Et tout cela m'appartient. Et tout cela est tellement aimé. On ne peut pas le raconter, on ne peut pas l'écrire. Je l'aimais. Je ne savais pas encore à quel point je l'aimais. Nous étions jeunes mariés, nous sortons dans la rue. Il m'attrape par les mains et me fait tourner, il m'embrasse. Les gens passent et tout le monde sourit. Le pronostic du mal aigu des rayons est de 14 jours. L'homme meurt en 14 jours. Le premier jour, à la résidence, les dosimétristes m'inspectèrent. Mes habits, mon sac, mon portefeuille, les chaussures, tout brûlait. On me prit tout aussitôt, même les sous-vêtements. On me laissa seulement l'argent. En échange, on me donna un peignoir de l'hôpital, taille 56, et des chaussons. Peut-être vous rendra-t-on vos habits ou peut-être pas, car il est probable que l'on ne pourra pas les nettoyer, me dit-on. C'est dans cet accoutrement que j'apparus devant lui. Et il eut peur. Il me dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as ?» Je m'évertuais quand même à faire du bouillon. Je plongeais une résistance électrique dans un bocal de verre pour y faire bouillir de l'eau et j'y jetais des morceaux de poulet, de minuscules morceaux. Puis quelqu'un me donna une petite casserole, une femme de ménage ou une réceptionniste de la résidence, je crois. Quelqu'un d'autre me fournit une petite planche sur laquelle je coupais du persil frais. Je ne pouvais pas aller au marché sans les vêtements de l'hôpital. Alors quelqu'un m'apportait ses herbes, mais tout était vain. Il ne pouvait même pas boire ou gober un œuf cru. Le 9 mai,
Il m'a toujours dit « Tu ne peux pas t'imaginer comment Moscou est beau, surtout le jour de la victoire, avec les feux d'artifice. Je veux que tu vois cela. » Je me suis assise près de lui. Il a ouvert les yeux. Fait-il jour ou nuit? Il est 9h du soir, ai-je répondu. Ouvre la fenêtre, dit-il. Les feux d'artifice commencent. J'ai ouvert la fenêtre. Au 7e étage, la ville entière s'étalait devant nous. Un bouquet de feux jaillit dans le ciel. Il dit, j'ai promis de te montrer Moscou. J'ai promis de toujours t'offrir des fleurs à toutes les fêtes. Je tourne la tête et il fait surgir 3 œillets dissimulés sous son oreiller. Il avait donné de l'argent à une infirmière pour qu'elle les achète. Je changeais ses draps, je lui donnais le thermomètre. Je lui apportais le bassin et le lui enlevais. Et pour cela, personne ne me disait rien. Un professeur américain, le docteur Gale, il a procédé à une greffe de moelle osseuse. Il me consolait. Il existe un espoir petit, mais un espoir quand même. C'est un organisme tellement puissant, un gars tellement fort. On convoqua tous ses proches, ses 2 sœurs, arrivèrent de Biélorussie, son frère de Leningrad où il faisait son service militaire, la cadette Natacha avait 14 ans. Elle pleurait beaucoup et avait peur. Mais c'était sa moelle à elle qui convenait le mieux. Pendant 10 ans, je me suis tue. 10 ans. Quand il a appris qu'on allait prendre la moelle de sa sœur, il refusa catégoriquement. Mieux vaut que je meure, ne la touchez pas, elle est petite. Sa sœur aînée, Lyudia, avait 28 ans. Infirmière elle-même, elle comprenait les risques qu'elle prenait. Qu'ils vivent, accepta-t-elle. J'ai vu l'opération, ils étaient allongés côte à côte sur la table. L'intervention a duré 2 heures. Quand ce fut fini, Lyudia allait plus mal que lui. Elle avait 18 ponctions sur la poitrine et sortit difficilement de l'anesthésie. À ce jour, elle est encore malade. Elle a une invalidité. C'était une jolie fille forte. Mais elle ne s'est pas mariée. Et moi, je me démenais alors entre les 2 chambres, de chez lui à chez elle. On ne l'avait pas remis dans une chambre ordinaire, mais dans une pièce pressurisée, derrière une toile transparente, et il était interdit d'y pénétrer. Il y avait des appareils spéciaux pour faire des piqûres ou introduire un cathéter sans entrée. Mais tout n'était tenu que par des bandes velcro ou des loquets, et j'appris à m'en servir, à les desserrer et à me faufiler près de lui. Une petite chaise se trouvait près de son lit. Il allait tellement mal que je ne pouvais plus m'absenter, même pour 1 minute. Il m'appelait tout le temps. Il m'appelait sans cesse. Le service des autres chambres pressurisées où se trouvaient nos gars était assuré par des soldats. Les aides-soignantes de l'hôpital avaient refusé. Ils exigeaient des habits de protection. Les soldats portaient les bassins, lavaient le plancher, changeaient les draps, ils faisaient tout. D'où venaient-ils? Je ne leur demandais même pas. Il n'y avait que lui. Et chaque jour j'entendais mort, mort. Titchoura est mort, Titnok est mort, mort, comme un coup de marteau sur le crâne. Les selles, 25 à 30 fois par jour, avec du sang et des mucosités. La peau des bras et des jambes se fissurait. Tout le corps se couvrait d'ampoules. Quand il remuait la tête, des touffes de cheveux restaient sur l'oreiller. Bientôt, on leur rasa le crâne. Je lui coupais les cheveux moi-même. Je voulais faire tout ce qu'il fallait pour lui. Si j'avais pu tenir physiquement, je serais resté 24 heures sur 24 près de lui. Je regrettais chaque minute perdue. Je regrettais chaque petite minute. On lui faisait continuellement des piqûres pour qu'il dorme, des drogues. L'infirmière me regarde d'un air effaré. Et moi, je suis prête à faire n'importe quoi pourvu qu'il ne pense pas à la mort,
qu'il ne pense pas que sa maladie est horrible, que j'ai peur de lui. Des bribes d'une conversation me reviennent en mémoire. Quelqu'un m'exhorte. Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme aimé, qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif, avec un fort coefficient de contamination. Je me souvenais de notre vie avant, dans notre foyer. Il s'endormait seulement quand il prenait ma main. Et à l'hôpital, je prenais sa main et ne la lâchais pas. Aucun des médecins ne savait que je dormais dans la chambre pressurisée. Ils ne le soupçonnaient même pas. C'étaient les infirmières qui me laissaient entrer. Au début, elles tentaient de me dissuader. « Tu es jeune, à quoi penses-tu ? Ce n'est plus un homme, mais un réacteur. Vous allez vous consumer ensemble. » Je restais des heures devant la porte, je quémandais, je suppliais, et finalement les infirmières me disaient « Que le diable t'emporte, tu es folle. » Tant que je restais avec lui, rien ne se passait. Mais dès que je m'absentais, on le photographiait. Il n'avait aucun vêtement, il couchait nu, juste recouvert d'un drap léger que je changeais tous les jours. Le soir, il était tout couvert de sang. Lorsque je le soulevais, des morceaux de peau restaient collés sur mes mains. Je lui dis « Chérie, aide-moi, appuie-toi sur le bras, sur le coude, autant que tu peux, pour que je puisse bien lisser ton lit, qu'il n'y ait ni couture ni pli, car même la plus petite couture lui faisait une plaie. » Je me suis coupé les ongles jusqu'au sang pour ne pas l'accrocher. Aucune des infirmières ne pouvait s'approcher de lui et le toucher. S'il leur fallait quelque chose, elles m'appelaient et l'on prenait des photos. Ils disaient que c'était pour la science, mais je les aurais frappés. Comment pouvait-il ? Je passe de la chambre dans le couloir, je me heurte au mur, au canapé que je ne vois pas. Je dis à l'infirmière de garde « Il est mourant ». Et elle me répond « Qu'imagines-tu ? Il a reçu 1600 Röntgen, alors que la dose mortelle est à 400. Tu côtoies un réacteur. » Après leur mort à tous, on a fait des travaux à l'hôpital. Les murs ont été raclés, le parquet démoli et tout jeté, tout ce qui était en bois. Après, la fin, je ne me souviens plus que par bribes. Je passe la nuit près de lui sur une petite chaise. À 8 heures, je lui dis « Vasenka, je m'en vais, je vais me reposer un peu. » Il ouvre et ferme les yeux. Il me laisse partir. Je suis à peine arrivé à la résidence, à ma chambre, qu'une infirmière frappe à ma porte. « Viens, cours le voir, il n'arrête pas de te réclamer. » Mais ce matin, mon ami m'a tellement supplié. « Accompagne-moi au cimetière. Sans toi, je ne pourrais pas. » De retour du cimetière, j'appelle rapidement l'infirmière. « Comment va-t-il » Elle me répond « Il est mort il y a un quart d'heure. » Mais comment ? J'avais passé toute la nuit dans sa chambre. Je ne m'étais absenté que 3 heures. Je suis resté près de la fenêtre à hurler. On m'entendait dans toute la résidence. On avait peur de m'approcher. Puis je suis revenu à moi. Le voir, au moins une dernière fois, le voir. J'avais dévalé l'escalier. Il était encore dans la chambre pressurisée. On ne l'avait pas encore emporté. Je ne me suis plus détaché de lui. Je l'ai accompagné jusqu'au cercueil. Bien que je ne me souvienne pas d'un cercueil, mais d'un grand sac en plastique. Ce sac, à la morgue, ils me demandèrent « Voulez-vous voir comment nous l'avons habillé ?» Il était revêtu de sa grande tenue, la casquette posée sur sa poitrine. On n'avait pas pu le chausser car personne n'avait pu trouver de chaussures à sa taille, ses pieds étaient trop gonflés. Il avait fallu également couper l'uniforme car il était impossible de lui enfiler. Il n'avait plus de corps solide.
Ce n'était plus qu'une énorme plaie. Les 2 derniers jours à l'hôpital, je lui ai soulevé le bras et l'os a bougé, car la chair s'en était détachée. Des morceaux de poumons, de foie lui sortaient par la bouche. Il s'étouffait avec ses propres organes internes. On ne peut pas raconter ça. On ne peut pas l'écrire. Mais c'était tellement proche, tellement aimé. Il était impossible de lui enfiler des chaussures. On le mit pieds nus dans le cercueil. Sous mes yeux, dans son grand uniforme, on l'a glissé dans le sac en plastique que l'on a noué. Et ce sac, on l'a placé dans un cercueil en bois. Et ce cercueil, on l'a couvert d'un autre sac en plastique transparent mais épais comme une toile cirée. Et on a mis tout ça dans un cercueil en zinc. Seule la casquette est restée dehors. Tel est le cycle du mal aigu des rayons. 14 jours. En 14 jours, l'homme meurt. Dans les premiers jours, la question « qui est coupable » nous semblait la plus importante. Plus tard, lorsque nous avons appris plus de choses, nous nous sommes demandé que faire. Comment se sauver? Maintenant que nous nous sommes fait à l'idée que ça va durer non pas 1 an ou 2, mais plusieurs générations, nous avons commencé à retourner mentalement en arrière, à tourner une page après l'autre. Cela s'est passé dans la nuit du vendredi au samedi. Au matin, personne ne soupçonnait rien. J'ai envoyé mon fils à l'école et mon mari est allé chez le coiffeur. Je préparais le déjeuner lorsque mon mari est revenu. Il m'a dit « Il y a un incendie à la centrale ». On a donné l'ordre de ne pas éteindre la radio. J'ai omis de dire que nous habitions au Pripyat, tout près du réacteur. Je revois tout ça de mes yeux. Une lueur framboise, flamboyante. Le réacteur semblait être éclairé de l'intérieur. Ce n'était pas un incendie ordinaire, mais une luminescence. C'était très beau. Je n'ai rien vu de tel, même au cinéma. Le soir, tout le monde était à son balcon. Ceux qui n'en avaient pas sont passés chez les voisins. On prenait les enfants dans les bras pour leur dire « Regarde, ça te fera des souvenirs. » Et c'étaient des employés de la centrale, des ingénieurs, des ouvriers, des professeurs de physique. Ils se tenaient là, dans la poussière noire. Ils parlaient, ils respiraient, ils admiraient. Certains faisaient des dizaines de kilomètres en bicyclette ou en voiture pour voir cela. Nous ignorions que la mort pouvait être aussi belle. Mais je ne dirais pas qu'elle n'avait pas d'odeur. Ce n'était pas les senteurs du printemps ou de l'automne, mais quelque chose de différent. Ce n'était pas non plus l'odeur de la terre. J'avais la gorge irritée et les yeux pleins de larmes. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'entendais les voisins marcher dans l'appartement du dessus. Insomniaques, eux aussi. Ils tiraient des meubles et tapaient avec un marteau. Ils faisaient peut-être leur bagage. Moi, j'étouffais une migraine avec des comprimés. Le matin, lorsque le soleil s'est levé, j'ai regardé autour de moi. Et je ne l'invente pas maintenant, je l'ai ressenti à ce moment-là. J'ai vu que quelque chose avait définitivement changé. À 8 heures, des soldats avec des masques à gaz déambulaient déjà dans les rues. Lorsque nous les avons vus avec leurs véhicules militaires, nous n'avons pas eu peur, au contraire. Nous nous sommes calmés. Puisque l'armée venait nous aider, tout irait bien. L'idée que l'atome pacifique pouvait tuer n'entrait pas dans nos esprits. Que l'homme était impuissant devant les lois de la physique. À la radio, on annonçait régulièrement de se préparer à l'évacuation. On allait nous emmener ailleurs pour 3 jours pendant lesquels les surfaces seraient lavées et le niveau de radiation vérifié. Les enfants devaient emporter leurs livres de classe.
mon mari a quand même mis dans une serviette nos papiers et nos photos de mariage. Et moi, la seule chose que j'ai emportée, c'est un foulard de coton pour le mauvais temps. Dès le début, nous avons senti que nous autres, les gens de Tchernobyl, nous étions devenus un peuple à part. L'autobus qui nous prenait s'est arrêté dans un village pour la nuit. Nous avons dormi par terre dans une école et dans le club local. La place était très limitée et une femme nous a invités chez elle. « Venez, je vais vous faire des lits. Votre garçon me fait de la peine. » Mais une autre femme qui se tenait à côté d'elle l'a tiré par le bras pour l'éloigner de nous. Elle dit « Tu es folle, ils sont contagieux. » Plus tard, lorsque nous nous sommes installés à Mogliev et que mon fils est allé à l'école, il est entré en larmes dès le premier jour de classe. On lui avait dit de s'installer à côté d'une petite fille, mais celle-ci n'avait pas voulu, en disant qu'il était radioactif et qu'on pouvait mourir à rester assis à côté de lui. Mon fils était le seul enfant de Tchernobyl dans sa classe, et les autres avaient peur de lui et l'appelaient la Luciole. J'ai eu peur que son enfance se termine si vite. Lorsque nous avons quitté Pripyat, des colonnes de véhicules militaires allaient dans la direction opposée. Des blindés. C'est à ce moment que nous avons eu peur. Mais j'avais l'impression bizarre que tout cela ne me concernait pas moi, mais une autre. Je pleurais, cherchais de la nourriture, embrassais et tranquillisais mon fils. Mais dans mon fort intérieur, j'avais la sensation permanente de n'être qu'une spectatrice. À Kiev, on nous a distribué de l'argent pour la première fois, mais il était impossible d'acheter quoi que ce soit. Avec une migration de centaines de milliers de personnes, les magasins étaient dévalisés. Je chante à la chorale de l'église, je lis l'évangile, je vais à l'église parce qu'on y parle de la vie éternelle. C'est réconfortant pour les gens. On n'entend pas de tels mots ailleurs et j'ai tellement besoin d'être consolé. Je fais souvent un rêve. Je marche avec mon fils dans Pripyat ensoleillé. Maintenant, c'est une ville fantôme. Nous marchons et regardons les roses. Il y avait beaucoup de roses là-bas, d'énormes parterres de roses. J'étais si jeune. Mais j'ai oublié toute la peur, comme si je n'étais qu'une spectatrice. Notre régiment fut réveillé par le signal d'alarme. On ne nous annonça notre destination qu'à la gare de Biélorussie à Moscou. Un gars protesta, je crois qu'il venait de Leningrad. On le menaça de cour martiale. Le commandant lui dit devant les compagnies rassemblées « Tu iras en prison ou tu seras fusillé ». Mes sentiments étaient tout autres, à l'opposé. Je voulais faire quelque chose d'héroïque, comme poussé par une sorte d'élan enfantin. La plupart des gars pensaient comme moi. Des Russes, des Ukrainiens, des Kazakhs, des Arméniens. Nous étions inquiets bien sûr, mais gais en même temps. Allez savoir pourquoi. Eh bien, nous y sommes allés à la centrale. Chacun d'entre nous a reçu une blouse et une calotte blanche et un masque de gaz. Nous avons nettoyé le territoire. Une journée, nous travaillons en bas à sortir les décombres et gratter des surfaces, et une journée en haut, sur le toit du réacteur, à la pelle. Les robots ne fonctionnaient plus. Les appareils et les machines devenaient dingues. Mais nous travaillions, et nous en étions fiers. En y allant, vous savez ce qu'on voyait sur le chemin, sur les bas-côtés, sous les rayons du soleil, de petits éclats, de petits cristaux qui brillaient, des particules minuscules. Ça brillait. Nous en avons parlé. Dans les villages où nous travaillions, nous avons aussitôt remarqué ces petits trous brûlés sur les feuilles, surtout sur celles des cerisiers. Lorsque nous ramassions des concombres ou des tomates dans les potagers, il y avait aussi ces petits trous noirs sur les feuilles.
Nous pestions, mais nous les mangions. J'y suis allé. J'aurais pu l'éviter, mais je me suis porté volontaire. Dans les premiers jours, je n'ai pas rencontré de gens indifférents. Ce n'est que par la suite que j'ai vu des yeux vides, lorsque tout le monde s'est habitué. Décrocher une décoration, des privilèges, des bêtises. En ce qui me concerne, je n'avais besoin de rien. Un appartement, une voiture, une datcha. J'avais déjà tout ça. En fait, il s'agissait d'une affaire d'hommes. Les vrais hommes ne refusent pas les missions vraiment dangereuses. Les autres, ils restent dans les jupes de leurs femmes. Pour l'un, sa femme doit accoucher, l'autre a des enfants en bas âge, le troisième souffre de brûlures d'estomac. On lançait une bordée de jurons et on y allait. Nous sommes retournés chez nous. J'ai enlevé tous les vêtements que je portais, je les ai jetés dans le vide-ordures. Mais j'ai donné mon calot à mon fils. Il me l'a tellement demandé. Il le portait continuellement. 2 ans plus tard, on a établi qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau. Vous pouvez deviner la suite par vous-même. Je ne veux plus en parler. Je me suis soudain mis à avoir des doutes. Que valait-il mieux? Se souvenir ou oublier? J'ai posé cette question à des amis. Les uns ont oublié, les autres ne veulent pas se souvenir. Parce qu'on n'y peut rien changer. Nous ne pouvons même pas partir d'ici. De quoi puis-je me souvenir? Dans les premiers temps qui ont suivi la catastrophe, les livres sur l'irradiation, Hiroshima, Nagasaki, et même sur la découverte des röntgens ont disparu des bibliothèques. On disait que c'était sur ordre des autorités pour éviter la panique. Il y avait même une blague. Si Tchernobyl avait explosé chez les Papous, le monde entier en aurait eu peur, sauf les Papous. Il n'y avait aucune recommandation médicale, aucune information. Ceux qu'ils pouvaient acheter des comprimés d'iodure de potassium. Il n'y en avait pas dans les pharmacies de notre ville. Il fallait avoir beaucoup de pistons pour s'en procurer. Certains prenaient une poignée de ces comprimés en les avalant avec un verre d'alcool pur. Les secours d'urgence sauvaient ces gens de justesse. Et puis, on a trouvé un signe auquel tout le monde prêtait attention. Tant qu'il y avait des moineaux et des pigeons, la ville pouvait être habitée aussi par l'homme. Un jour, j'ai pris un taxi et le conducteur s'étonnait de la manière dont les oiseaux se cognaient contre le pare-brise, comme des aveugles, comme des fous, comme s'ils se suicidaient. Je me souviens que je rentrais de mission. De part et d'autre de la route, c'était un véritable paysage lunaire. Jusqu'à l'horizon, les champs étaient couverts de dolomie blanche. La couche supérieure du sol contaminé avait été enlevée et enterrée. Et à la place, on avait servi du sable de dolomie, comme si ce n'était pas de la terre. J'ai longtemps souffert de cette vision, et j'ai même essayé d'en tirer une nouvelle. J'imaginais ce qui se passerait dans 100 ans. Un homme mutant saute en se propulsant sur ses longues pattes arrière à genoux retournés. Je me demande pourquoi on écrit si peu sur Tchernobyl. Pourquoi nos écrivains continuent-ils à parler de la guerre, des camps, et se taisent sur cela? Est-ce un hasard? Je crois que si nous avions vaincu Tchernobyl, il y aurait plus de textes. Ou si nous l'avions compris. Mais nous ne savons pas comment tirer le sens de cette horreur. Nous n'en sommes pas capables, car il est impossible de l'appliquer à notre expérience humaine ou à notre temps humain. Alors vaut-il mieux se souvenir ou oublier?
Je pensais au drapeau rouge qui flottait au-dessus du 4e réacteur quelques jours après la catastrophe. Il flamboyait. Au propre, 1 mois plus tard, il était rongé par la radiation. Alors on a hissé un nouveau drapeau. Et 1 mois plus tard, un 3e. J'ai essayé de me représenter mentalement ces soldats qui grimpaient sur le toit. Des condamnés à mort. Le culte païen soviétique, me direz-vous. Un sacrifice humain. Mais à l'époque, si on m'avait donné ce drapeau, j'y serais allé moi-même. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Je ne craignais pas la mort. N'avez-vous pas remarqué que nous n'en parlons même pas entre nous? Dans des dizaines ou des centaines d'années, tout cela sera de la mythologie. Je crains la pluie. Voilà ce que c'est Tchernobyl. Je crains la neige et la forêt. Ce n'est pas une abstraction, une déduction, mais un sentiment qui gît au plus profond de moi-même. Tchernobyl se trouve dans ma propre maison. Il est dans l'être le plus cher pour moi, dans mon fils qui est né au printemps 1987. Il est malade. Les animaux, même les cafards, savent à quel moment il convient d'enfanter. Les hommes ne le peuvent pas. Dieu ne leur a pas donné le sens du pressentiment. Récemment, j'ai lu dans les journaux qu'en 1993, les femmes de Biélorussie ont subi à elles seules 200 000 avortements. Et la cause principale en est Tchernobyl. Nous vivons partout avec cette peur. La nature semble se recroqueviller en attendant, en quêtant. Malheur à moi, où le temps est-il passé, se serait exclamé Zarathustra. J'ai beaucoup réfléchi. Je cherchais le sens. Tchernobyl est une catastrophe de la mentalité russe. Vous n'y avez jamais pensé? Bien sûr, je suis d'accord lorsqu'on dit que ce n'est pas le réacteur qui a explosé, mais tout l'ancien système de valeurs. Quelque chose pourtant me manque dans cette explication. Je parlerai plutôt de ce que Tchadaïev a été le premier à définir. Notre hostilité envers le progrès, notre aversion pour la technologie, notre anti-instrumentalisme. Regardez l'Europe. À partir de la Renaissance, elle adopte une attitude instrumentaliste à l'égard du monde environnant. C'est rationnel, raisonnable, comme le respect d'un professionnel, d'un maître pour l'instrument qu'il tient dans sa main. Le caractère russe, c'est de s'en remettre toujours au petit bonheur la chance. C'est le leitmotiv du thème russe. L'Allemand, lui, mise sur l'instrument, sur la machine. Les Allemands tentent de surmonter les événements, de dompter le chaos, alors que nous comptons sur le hasard. Au lieu de construire une bonne route, nous nous vantons d'avoir su ferrer un pou. Les roues des charrettes s'enlisent dans la boue, mais nous tenons l'oiseau de feu dans nos mains. Nous payons aussi le prix d'une industrialisation rapide, du bond en avant. En Occident, ça a pris du temps. 1 siècle pour les filatures, 1 siècle pour les manufactures. La machine et l'homme ont changé de concert. La conscience et la pensée technologique ont eu le temps de se former, alors que chez nous, à part ses mains, de quoi dispose un villageois encore de nos jours? D'une hache, d'une faux et d'un couteau, et d'une pelle. Comment un Russe s'adresse aux machines? En les couvrant d'injures. Il ne les aime pas, les méprise, les hait. En fait, il ne comprend pas ce qu'il a entre les mains. J'ai lu quelque part que le personnel des centrales nucléaires traite les réacteurs de casseroles, de samovars, de cuisinières. Voilà de la superbe, nous allons cuire des œufs au plat sur le soleil.
Il y avait beaucoup de paysans parmi ceux qui travaillaient à Tchernobyl. Dans la journée, ils étaient à proximité du réacteur et le soir, ils retournaient dans leur potager ou dans ceux de leurs parents d'autres villages. Ils y plantaient des pommes de terre avec une pelle et distribuaient le fumier avec une fourche. Leur conscience se baladait entre deux époques, l'âge de pierre et l'âge de l'atome. Ils oscillaient sans cesse, comme un balancier. Imaginez un chemin de fer conçu par de brillants ingénieurs. Le train roule à toute vitesse, mais en guise de machiniste, il est conduit par des cochers de diligence. C'est le destin de la Russie de voyager entre deux cultures, entre l'atome et la pelle. Et la discipline technologique, notre peuple l'aperçoit comme une violence, comme des fers, des entraves. Il est spontané. Il a toujours rêvé non de liberté, mais d'un manque total de contrôle. Pour nous, la discipline est un instrument de répression. Il y a quelque chose de particulier dans notre ignorance qui la rapproche de l'ignorance orientale. Nous avons été élevés dans un paganisme soviétique très particulier. L'homme était considéré comme le maître, la couronne de la création. Il avait le droit de faire ce qu'il voulait de la planète. Comme dans la célèbre formule de Mitchourine, nous ne pouvons pas attendre que la nature nous accorde ses faveurs. Notre tâche est de les lui arracher. C'était une tentative d'inoculer au peuple des qualités qu'il n'avait pas, de lui donner la psychologie d'un violeur. Un défi à l'histoire et à la nature. Aujourd'hui, tout le monde s'est soudain mis à parler de Dieu. Que ne l'a-t-on cherché au goulag dans les cellules en 1937, dans les réunions du parti en 1948, lorsqu'on dénonçait les cosmopolites, ou sous Khrouchtchev lorsqu'on détruisait les églises. Le contexte contemporain de cette recherche de Dieu par les Russes est faux. On bombarde des maisons civiles en Tchétchénie. On ramasse à la pelle les restes des tankistes russes brûlés vifs dans leurs chars. Et on va aussitôt à l'église pour la veillée de Noël. Ce qu'il faut, c'est répondre à une question. Le peuple russe est-il capable de faire une révision globale de toute son histoire, comme l'ont fait les Japonais et les Allemands après la Seconde Guerre mondiale? Aurons-nous assez de courage intellectuel? On ne parle presque pas de cela. On parle du marché et des ponts de privation. Nous survivons pour la énième fois. Toute notre énergie est investie dans ce processus. Mais pendant ce temps, l'âme est livrée à elle-même. Alors à quoi tout cela sert-il? On peut trouver quelques explications ou parler de fatalisme primitif. Mais on peut également y voir des réponses grandioses. Le Russe veut toujours avoir foi en quelque chose. Dans les chemins de fer, dans l'idée byzantine, dans l'atome. Dans une nouvelle de Bulgakov, l'un des personnages disait « J'ai péché toute ma vie. J'ai été actrice. » La conscience du caractère pécheur de l'art, de l'immortalité de sa nature même. Car c'est jeter un regard dans la vie d'autrui. Et comme le sérum extrait d'une matière contaminée, ce regard peut devenir le vaccin d'une expérience qu'un autre a vécue. Tchernobyl est un sujet à la Dostoïevski, une tentative pour donner une justification à l'homme. Et peut-être est-ce tout simple? Peut-être suffit-il d'entrer dans le monde sur la pointe des pieds et de s'arrêter sur le seuil.